Bonjour à tous, alors déjà bonne année, j'espère qu'elle sera riche en lecture, en rencontres, que sais-je. Prenez votre petit plaid, votre petit ricoré, on est parti pour voilà, une ambiance cocooning tranquille de début d'année. Je vais vous parler tout simplement des livres qui m'ont le plus plu l'année dernière. C'est un format que je vois beaucoup chez des youtubeuses que j'aime bien comme Jeannot ce livre et Margorito. Je pense qu'elles me connaissent pas mais j'aime beaucoup leur chaîne et à chaque fois elles font ce genre de vidéos et j'aime bien, ça me permet de commencer l'année avec plein d'envie lecture. Donc voilà, j'espère qu'il en sera de même pour cette vidéo et je ne parle pas plus, c'est parti. Donc voici des lectures qui ne rentraient, j'ai envie de dire, dans aucune catégorie, dans tous les sens du terme. C'est que des livres qui sont sortis donc avant 2025 et qui sont pas non plus dans ma vidéo des Goncourt. Donc si jamais vous avez vu les deux dernières vidéos, déjà je vous en remercie. Et surtout n'ayez crainte, voilà, il n'y a que des livres dont j'ai pas parlé. Impossible de ne pas commencer cette vidéo avec le livre qui m'a rendu le plus zinzin de cette année. C'est un livre qui est sorti en 2004, auquel je n'ai pas cessé de penser depuis que je l'ai lu. J'en parle à tout le monde autour de moi. Les gens qui me connaissent savent déjà ce que ça va être. C'est un livre qui est instantanément devenu un de mes préférés. J'ai failli tout abandonner pour ouvrir une église à la gloire de son auteur que j'avais encore jamais lu. Je parle de La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Alors, par où commencer? Alors, c'est l'histoire complètement folle d'une horde, d'une vingtaine de personnes qui, dans un monde fantasy, voilà, clairement fictionnel, doivent remonter le cours du vent pour espérer arriver à un endroit mythique, mythologique qui s'appelle l'Extrême Amont. Et parmi eux, on a voilà, un scribe, on a un prince et on a aussi des métiers complètement inventés par Damasio, des aéromètres, des sourciers, des traceurs, j'en dis pas plus. Alors déjà, stylistiquement, il y a 3 trucs qui sont complètement fous dans ce livre. Alors c'est le moment où je vais passer pour une folle, mais c'est pas grave. Regardez par exemple au début de chaque paragraphe, il y a un petit signe mathématique qui est en fait qui représente chaque personnage. Donc chaque personnage est associé à un signe et en plus je suis tombée dans une librairie d'occasion sur un marque-page avec tous les personnages avec leurs petits signes, c'était très pratique. Et Alain Damasio construit vraiment son livre à partir des voix de ces personnages. Donc il y en a une vingtaine, mais on arrive au fur et à mesure de la lecture à très bien reconnaître chaque voix. Pas parce qu'on a forcément associé au signe mathématique, mais tout simplement parce que Damasio les dote vraiment d'un style littéraire particulier à chaque fois. Donc déjà c'est hyper agréable à lire, c'est tellement sympa de savoir reconnaître un peu les personnages et tout dès le premier mot. Deuxième trouvaille stylistique, je vous mets une page à côté de moi. Le vent a aussi sa propre langue, donc il utilise parfois des parenthèses, des signes de ponctuation pour essayer voilà, de représenter la voix du vent en quelque sorte. C'est assez fou, c'est hyper poétique. Et troisième détail, enfin qui n'en est pas un mais qui est juste trop cool, vous allez très vite comprendre. Le livre commence à la page 701 et c'est dans l'ordre décroissant les pages, ce qui fait qu'on arrive à la page 1 à la fin, enfin même à la page 0 en fait, puisque les personnages remontent le vent et nous c'est comme si on remontait le fil des pages, voilà, j'adore ce type d'idée. Le livre fourmille vraiment d'idées comme ça, le style de Damasio est incroyable et il a une ambition narrative qui est folle. Outre le fait qu'on suit une vingtaine de personnages, on a aussi une espèce de réinvention des lois de la physique, de nouvelles métaphysiques, nouvelles philosophies associées au vent. C'est vraiment un livre mais d'une densité qui est folle et ça fait longtemps que j'avais pas lu un monde fictionnel aussi construit, aussi cohérent et c'est en seulement un seul livre. C'est pas une saga de 10 livres quoi, c'est vraiment en un seul livre. Il a écrit tout un monde qui fourmille d'idées comme ça, enfin c'est tellement génial. Et c'est une véritable épopée dans le sens où il se pose des questions sur ce que c'est qu'une quête, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'elle a toujours un sens, est-ce que souffrir accorde toujours du mérite et comment retranscrire cette quête puisqu'on a un personnage qui est scribe, donc écrivain, et qui est une sorte de relais de Damasio tout au long du livre, comment retranscrire toutes ces épreuves. Et voilà, plus trivialement, les personnages sont extraordinaires, c'est pas si souvent qu'au bout de presque un an, je me rappelle d'une dizaine de personnages, voilà, Golgoth, Sov, Pietro, Caracol, tout ça, c'est vraiment une bande qui vous reste en tête hyper longtemps. Et c'est comme si Alain Damasio avait créé une sorte de nouveaux archétypes de personnages en fait. Il y a quelque chose comme si, de presque mythologique en chacun des personnages. C'est vraiment, c'est juste brillant. Et je me suis rendu compte d'ailleurs en parlant, enfin plutôt en saoulant tous les gens que je connais avec ce livre autour de moi, qu'il y avait plein de gens qui l'avaient lu et qu'il y avait une espèce de secte secrète, voilà, de fans d'Alain Damasio comme ça, un petit peu cachés partout autour de vous. Vous allez peut-être vous en apercevoir. Donc en 2026, rejoignez la secte.
Alors, autre expérience de lecture, et là j'ai vraiment envie d'insister sur le thème d'expérience parce que c'est un livre assez sensoriel, enfin qui vous prend vraiment aux tripes très physiquement de façon étrange. C'est Truisme de Marie Darrieussecq et c'est sorti en 96. Alors en un mot, l'histoire est très simple, c'est l'histoire d'une femme qui se transforme en truie. J'en dis pas plus sur l'intrigue parce qu'en fait il se passe beaucoup plus de choses que ça, mais c'est un roman qui m'a vraiment choquée. Enfin, ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi bouleversée par un livre physiquement. La dernière fois que ça m'était arrivé, c'était il y a peut-être 5 ou 6 ans avec American Psycho de Bret Easton Ellis. Et c'est pas un livre que j'avais par ailleurs tellement aimé. Là, c'est vraiment un livre qui m'a à la fois choquée et que j'ai adoré. L'histoire est racontée depuis le point de vue de cette femme et la métamorphose se fait très progressivement. Au début, tout n'est pas très clair. En plus, cette héroïne narratrice est très naïve et comprend pas très bien ce qui lui arrive. Et petit à petit, la métamorphose devient vraiment explicite. Et là, on est face à des pages assez horrifiques sur le corps quand même, qui devient de plus en plus animal, monstrueux. Et la plume de Marie Darrieussecq est incroyable et nous plonge vraiment sensoriellement au cœur de cette métamorphose. Alors, ce qui m'a le plus choquée, à côté de voilà toutes ces images horrifiques hyper étranges, c'est que le personnage principal est très crédule et elle est manipulée, elle est exploitée et elle est même agressée en fait dans le roman. Et donc j'étais partagée entre un espèce de dégoût du personnage qui se transformait, de profonde empathie envers elle et en même temps parfois elle est un peu... ouais, elle est ultra naïve et vraiment ça fait un mélange qui est explosif. C'est un roman mais que j'ai lu en étant traversée par des émotions hyper fortes et c'est pas si souvent je trouve que des livres nous procurent de telles sensations. Donc c'était hyper impressionnant et il faut noter que c'est seulement le premier livre de son autrice. Elle a sorti ce livre en 96 alors qu'elle avait seulement 27 ans et c'est un livre qui a provoqué quand même un certain choc au moment où il est sorti. Il a été beaucoup commenté. Depuis, je crois qu'il a été vendu à 1 million d'exemplaires. Et j'avais vu que Jean-Luc Godard voulait en faire une adaptation, mais finalement ça n'avait pas abouti. J'ai vraiment eu des espèces de haut le cœur en lisant, et c'est un livre qui est beaucoup plus dense qu'il n'y paraît, où il y a ce parti pris fantastique hyper fort, mais il y a aussi un vrai pamphlet sur la condition féminine, sur l'exploitation des femmes, et puis il y a aussi toutes ces touches politiques, parce que au fur et à mesure que l'héroïne se transforme, la société se transforme aussi, se durcit et bascule dans un régime beaucoup plus autoritaire. Donc tout ça fait un mélange vraiment explosif et et très cohérent étrangement. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de bande dessinée parmi vous, qu'ils se signalent en commentaire, parce que le livre suivant, c'est l'intégrale d'une série de comics, et c'est tout simplement Watchmen. C'est signé du scénariste Alan Moore, du dessinateur Dave Gibbons, et j'ai aussi un peu envie d'inclure dans les co-créateurs le coloriste qui s'appelle John Higgins, parce que les couleurs participent vraiment à l'univers visuel du livre, et aussi à la narration, à la création des personnages. C'est vraiment pas anecdotique dans cette série de comics. Voilà. Alors Alan Moore, c'est un scénariste un peu culte de DC Comics et il fait partie de cette génération d'auteurs qui ont vraiment voulu faire passer les comics du rayon enfant au rayon adulte, on va dire, qui ont voulu que ce type de BD gagne en maturité et soit vraiment adressé à un public plus âgé. Et Watchmen est peut-être l'exemple le plus emblématique. Il a aussi signé V pour Vendetta, que vous connaissez sûrement, ou peut-être à travers l'adaptation. Donc Watchmen, c'est sorti aux États-Unis en 86-87 et très vite en France. Et DC Comics a eu la bonne idée d'en faire une intégrale rééditée il n'y a pas si longtemps. Donc celle-là, je l'ai trouvée à la bibliothèque, je pense que vous la trouverez assez facilement. Alors Watchmen, c'est l'histoire de 2 générations de super-héros qui, à l'heure de la guerre froide et de la menace nucléaire, apparaissent un petit peu anachroniques, un peu désuets. Donc voilà, ils se retirent de la vie politique, certains sont plus ou moins présents, mais la reconversion est un peu difficile pour tout le monde. Il n'y a qu'un seul vraiment super-héros qui résiste à ça, c'est le Docteur Manhattan, une sorte d'être tout bleu, omnipotent, qui a des pouvoirs très étranges et un peu illimités. Il est né d'un accident nucléaire et il est utilisé comme arme de dissuasion massive par les États-Unis de Nixon. Et puis un jour il décide d'en faire qu'à sa tête, de se barrer sur Mars et de laisser tout le monde se débrouiller en pleine guerre froide. Et la série commence sur un moment de crise puisque un des anciens super-héros est retrouvé assassiné. Donc les 12 tomes qui constituent Watchmen vont essayer d'élucider ce meurtre.
et vont se placer chacun dans le point de vue d'un des super-héros, ce qui permet de voilà d'embrasser un peu toute cette génération de super-héros déchus. Alors ça c'est vraiment l'histoire dans les très très grandes lignes parce qu'en fait c'est une saga qui est hyper dense et que j'ai un peu lu comme une espèce de livre d'histoire sur ce que c'était vivre la guerre froide et la menace nucléaire dans les années 80 parce que plane vraiment sur tout le roman cette menace du nucléaire, de l'arme nucléaire. Et par exemple, tous les chapitres commencent par voilà cette image du sang qui coule et des aiguilles qui se rapprochent de minuit. Au fur et à mesure du livre, on voit que la situation est de plus en plus tendue. Voilà un des chapitres un peu plus loin. C'est minuit étant bien sûr la fin de l'humanité causée par la destruction nucléaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui structure la BD. Et bien sûr c'est totalement fictionnel, mais il y a quand même cette angoisse ultra contemporaine de la fin du monde qui hante tout le temps le livre, et donc par le biais de la fiction, Moore et Gibbons donnent un peu un aperçu de ce que c'était vivre la guerre froide et vivre cette menace au quotidien. Alors c'est une œuvre qui est fascinante parce que l'univers des super-héros et un petit peu les coulisses, c'est quelque chose je trouve d'assez attrayant à l'origine, mais surtout c'est une œuvre qui est vraiment hybride. On a voilà des passages totalement traditionnels de bande dessinée, mais à chaque fin de chapitre, on a un type de document un peu particulier. Là on a une page de journal, à d'autres moments on a des rapports de police, des rapports d'un psychiatre, des carnets intimes. Donc nous-mêmes on retranscrit un peu l'histoire à travers différents médias, ce qui est assez génial comme expérience de lecture je trouve. Et puis à l'intérieur même du livre et de l'histoire, on a un personnage qui lit une autre bande dessinée de pirates, donc on a plein de niveaux de lecture différents, plein d'histoires qui s'imbriquent, et on a aussi de nombreuses temporalités parce que sans cesse les super-héros sont renvoyés à leur version plus jeune, à leur passé glorieux, et parfois à l'intérieur d'une seule page on a plein de temporalités qui se mêlent. Par exemple dans le tome 3 je crois, qui est consacré à la naissance du docteur Manhattan, qui est vraiment je trouve un des sommets du livre clairement, c'est même au sein d'une seule case parfois qu'on bascule d'une époque à l'autre, c'est hyper fin, on a des pages qui sont ultra riche, vraiment je trouve ça virtuose, époustouflant à lire, c'est vraiment du grand art. Et je pourrais vous citer 1000 exemples de ce genre, vraiment il n'y a pas de temps mort, ou plutôt il y a plutôt des moments de pause quand même. Il y a des moments plus calme, pratiquement métaphysique, de réflexion sur le monde, sur l'histoire, sur l'existence. Et c'est assez fou qu'une BD comme ça puisse s'autoriser des moments de pure réflexion, pratiquement poétique, de pause. Et c'est assez... vraiment, c'est un livre hybride. Il y a plein de façons d'entrer dans ce livre. Il y a plein de choses à grappiller. On peut être intéressé par des choses complètement différentes d'un autre lecteur. C'est assez époustouflant. C'est vraiment le genre de livre qu'on lit en ayant un peu la certitude qu'on est face à une œuvre voilà, qui nous dépasse en lucidité, en intelligence. C'est vraiment du grand art, et j'avoue qu'à l'origine je lis pas beaucoup de comics, et j'ai peut-être commencé par une œuvre qui déconstruisait un peu les codes du comics, mais ça m'a donné envie d'en lire d'autres, même plus traditionnels, beaucoup plus modestes même, mais vraiment Watchmen, même si vous n'êtes pas amateur de bande dessinée, je pense que ça peut vous plaire parce que c'est... voilà, je pense que c'est un chef-d'œuvre, voilà, tout simplement. On reste dans la science-fiction encore un peu avec le roman suivant qui s'appelle Fragile de Nicolas Martin, et c'est sorti aux éditions du Diable Vauvert. Déjà, quel nom de maison d'édition, j'adore. Nicolas Martin, je le connaissais pas, j'ai vraiment découvert avec ce livre dont le résumé m'intéressait beaucoup. Et c'est quelqu'un d'assez incroyable, je trouve. Je suis devenue un petit peu fan de lui. Il anime un super podcast de cinéma qui s'appelle Réaliser sans trucage. Il a été aussi le producteur d'une émission de journalisme scientifique sur France Culture, et il a aussi participé à libérer la parole autour du MeToo gay. Donc voilà, quelqu'un qui me semble très sympathique, que je connais pas du tout, mais que j'ai découvert avec ce livre. Et en plus, voilà, un roman qui est génial. C'est son premier roman. Alors Fragile, on est clairement entre La Servante écarlate de Margaret Atwood et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Donc deux dystopies qui ont comme point commun de s'intéresser à la reproduction, à l'eugénisme. Et puis ça m'a aussi fait penser à un film de science-fiction qui est un de mes films préférés tout court, c'est Bienvenue à Gattaca. Diane qui fait la maligne derrière la caméra alors que je lui ai prêté ce livre qu'elle ne m'a jamais rendu, voilà. Alors c'est l'histoire d'une France dans le futur
où la natalité descend chaque jour, puisque les femmes qui accouchent donnent naissance à des enfants très fragiles, qui ont des problèmes génétiques assez importants. Et il y a un programme d'embryologie qui est lancé, et une femme, Tiphaine, parce qu'elle a un mari qui est haut placé dans la politique, je crois, peut y accéder. Et donc elle donne naissance à un enfant sain. Mais très vite, Tiphaine se rend compte qu'il y a un problème avec cet enfant et qu'il va progresser beaucoup trop vite. Donc il y a quelque chose d'un peu étrange qui lui met la puce à l'oreille. Et j'en dis pas plus parce que vraiment c'est un roman qu'il faut lire sans trop en savoir. Vraiment c'est hyper riche. C'est vraiment le livre, je pense, de la sélection, de la petite sélection du jour qui m'a le plus tenu en haleine. Clairement, j'ai mis un week-end en pause pour le lire. Enfin vraiment, je l'ai dévoré. C'est ultra prenant. La plume de l'auteur est ultra fluide, ultra riche. Et on est embarqué dans cette histoire tout de suite. Vraiment, on est tenu en haleine pendant tout le livre. Alors, il faut dire que je l'ai lu en début d'année, à un moment où les termes de réarmement démographique étaient employés, où les droits des femmes aux États-Unis étaient rognés un peu plus chaque jour. Et c'est vrai que forcément cette lecture fait écho à la situation politique. Et comme les grands livres de science-fiction, l'auteur parvient à la fois à être un observateur très fin de ce qui se passe aujourd'hui et des dérives potentielles, mais pousse le curseur plus loin et en vrai visionnaire, en vrai auteur de SF, imagine un futur à la fois dystopique mais probable. Et c'est sur cette ligne de crête que se situe vraiment l'intérêt du livre, avec un propos qui est tout le temps ultra glaçant car tout le temps réaliste et horrifique en même temps. Et Nicolas Martin fait un peu un panorama des dérives répressives qui peuvent exister en Europe, à la fois contre les femmes, mais aussi contre les migrants par exemple. C'est vraiment une grande thématique du livre. Donc c'est un livre de science-fiction qui est terrible parce que réaliste et visionnaire en même temps. Et puis c'est aussi un roman qui flirte un peu avec l'horreur parfois. La maternité est présentée de façon très dérangeante. Moi qui étais déjà un peu terrifiée par les bébés, ça s'est pas vraiment arrangé avec ce livre là, clairement. Mais voilà, le meilleur dans tout ça, c'est que ce livre il est hyper accessible. Je pense vraiment que tout lecteur peut le lire parce que y a un vrai rythme de lecture qui est hyper entraînant, la langue est très agréable, très simple à lire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans ce livre. Je vous aurais bien lu un extrait de ce livre, mais malheureusement je l'ai prêté à la personne derrière la caméra, à la coupable là-bas, qui ne l'a jamais rendu et qui l'a prêté à quelqu'un d'autre. Donc tant mieux, ça fait une grande chaîne humaine de gens qui l'auront lu. Mais en attendant, vous êtes privé d'une petite lecture, donc vous n'avez plus qu'à vous le procurer vous-même. Alors le livre suivant, en plus d'être un bon livre, c'est aussi un livre qui m'a réconciliée avec son auteur. C'est La vie est ailleurs de Milan Kundera. J'ai une relation à sens unique, un peu d'amour-haine avec Milan Kundera. J'ai commencé par lire de lui il y a quelques années maintenant, L'insoutenable légèreté de l'être, que j'ai absolument adoré, le genre de livre dont on a envie d'apprendre par cœur des pages entières, vraiment c'est un des livres que j'ai le plus offert, j'ai l'impression aussi. Et puis j'étais tellement éblouie que j'en ai lu pas mal d'autres ensuite et j'ai un peu... Il y avait un phénomène un peu de surdose et puis je sais pas si c'était le hasard des lectures ou pas, mais j'avais l'impression qu'ils se ressemblaient quand même un peu formellement. Et puis il y avait pas mal de passages un peu... on va dire compliqué à lire quand vous êtes une jeune femme, quoi. Il y a des trucs, c'est pas... voilà, ça vieillit un peu mal, quoi. Et donc, finalement, j'ai arrêté un peu de lire son œuvre parce que ça commençait un peu à me gonfler, clairement. Mais voilà, de l'eau a coulé sous les ponts. J'ai trouvé La vie est ailleurs en librairie et je me suis dit, oh bon, bah c'est l'occasion de le relire. Et le lendemain, il est mort. Et je me suis sentie un peu coupable, j'avoue, parce qu'en plus, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Enfin, évidemment, j'y suis pour rien, enfin, j'espère. Mais voilà, donc j'ai pas osé le lire pendant longtemps, c'était en 2023. Et cette année, je me suis dit, bon, voilà, de là-haut, peut-être qu'il m'a pardonné, donc je peux me remettre à la lecture de son œuvre. Et j'ai lu La vie est ailleurs, et vraiment, c'est devenu un de mes préférés. Les livres de Kundera, souvent, ils mêlent des portraits de personnages. Parfois, on dirait presque qu'il y a différentes nouvelles imbriquées. Et il y a aussi beaucoup de moments plus essayistes, avec vraiment des pensées, des aphorismes. Ça donne des livres très... Enfin, à la fois polyphonique et en même temps hyper personnel. Enfin, c'est des livres assez inclassables, assez difficiles à résumer. Et La vie est ailleurs, il a une forme un tout petit peu plus traditionnelle. Enfin, on reste quand même dans Kundera, donc c'est toujours déconcertant et tant mieux. Donc si jamais vous avez jamais lu de livre de lui, pourquoi pas commencer par La vie est ailleurs, qui me semble relativement accessible. Alors l'histoire, c'est celle de Jaromil, qui est d'abord enfant. Il vit avec sa mère, seul.
sa mère va tomber amoureuse d'un jeune peintre qui va initier l'enfant à l'art, à l'écriture. Et puis Jaromil grandit, s'intéresse aux femmes, et pas toujours très doué d'ailleurs. Et puis petit à petit il va se rêver poète. Et ce qui est assez génial dans le livre, c'est qu'on ne saura jamais si c'est vraiment un bon poète. On ne sait jamais si c'est un bon artiste. Et un peu par opportunisme, au moment où la Tchécoslovaquie est en plein dans le soviétisme, il se lance dans la poésie réaliste sociale, la poésie politique, vraiment dans l'air du temps. Et le roman suit un peu son ascension, où sa mère reste toujours présente dans les différentes étapes de sa vie. On retrouve beaucoup d'obsessions de Kundera, l'amour, la sexualité, l'histoire, la question de l'engagement. Stylistiquement, on a toujours ce grand portrait de personnage, ses pensées, voilà, ses traits de génie propres à Kundera, des phrases qu'on a envie d'apprendre tout de suite par cœur, le genre voilà, d'éclat de lucidité assez brillant dont il a le secret. Je vous en aurais bien cité, mais j'ai encore prêté ce livre, je sais plus où il est, voilà, je suis vraiment le petit pousset du livre d'occasion, donc dommage. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est l'ambiguïté du personnage principal, qui est à la fois un peu ridicule, un peu burlesque, un peu détestable aussi, et en même temps magnétique, on peut pas s'empêcher de le suivre. On ne sait pas très bien s'il est doué ou pas en poésie, donc on peut toujours réinterpréter un peu la réaction des autres personnages sous différents angles. Et puis il y a un autre personnage qui arrive, qui est un autre personnage masculin, et qui s'avère être un personnage créé par l'auteur. Donc on a plein de niveaux de lecture un peu méta dans ce livre, c'est assez réjouissant. J'ai toujours un peu de mal à parler des livres de Kundera parce qu'ils sont hyper denses, il y a plein de façons de les apprécier, et puis il y a aussi plein de considérations historiques dont, voilà, moi j'avoue j'ai pas toujours la connaissance totale, mais je trouve que c'est vraiment un livre assez fascinant, pas si compliqué à lire encore une fois, et voilà, il m'a vraiment réconciliée avec cet auteur que j'avais tant aimé, puis tant, bon je vais pas dire détesté, mais voilà, je m'étais un peu froissée avec lui, donc voilà, je le retrouve et j'en suis vraiment heureuse, donc pardonne-moi Milan de là où tu es. Alors le livre suivant, je vais d'abord commencer par un petit élément introductif polémique, mais il fait cette taille-là, et voilà, je pose ça là, mais pour moi, un livre de cette taille-là, si c'est un Américain qui l'a écrit, vous pouvez le prendre direct. Vraiment, il n'y a que les Américains qui arrivent à nous tenir en haleine avec des pavés comme ça. Celui-là, il fait quoi ? Ouais, 950 pages. Bon, et regardez par exemple les romans de John Irving, de Joyce Carol Oates, c'est pratiquement toujours des masterclass et ça fait quasiment 1000 pages à chaque fois. Je sais pas si c'est une question de formation littéraire, de tradition, mais ils ont un truc avec les romans amples comme ça, on peut s'enquiller tranquillement 300 pages par jour sans voir le temps passer, c'est impressionnant. Et celui-là ne fait pas exception à la règle, c'est Les fantômes du vieux pays de... j'allais dire de Nathan Hill, mais c'est un américain, donc Nathan Hill, publié en anglais sous le titre The Nix. C'est son premier roman, il est paru en 2017. L'année dernière, il avait signé un livre qui s'appelait Bien-être, dont vous avez peut-être entendu parler, que j'ai pas lu et qui me tente beaucoup, surtout aussi parce que celui-là, je l'ai adoré. C'est l'histoire de Samuel, qui est un prof d'université. Bon, un peu, je vais pas dire un peu loser, mais un peu quand même, il essaye d'écrire un livre depuis des années, il y arrive pas trop, il passe son temps, ça par contre c'est cool, il passe son temps à jouer à un jeu vidéo qui s'appelle le monde d'Elfscape, mais c'est un truc fictionnel, et qui est un peu inspiré de World of Warcraft, je crois. Et en fait, dans son enfance, il a surtout vécu avec son père, puisque à ses 11 ans, sa mère les a abandonnés sans trop donner de raison. Et un jour, il regarde la télévision et il voit qu'il y a un gouverneur d'un État des États-Unis qui est agressé en direct par une femme et ça pourrait bien être sa mère disparue. J'en dis pas plus sur l'intrigue. On est emmené par l'auteur avec différents allers-retours temporels dans le Chicago des années 60 en pleine lutte, dans le New York post-2001, dans les années 2010. Vraiment, on traverse un peu l'histoire des luttes américaines dans plusieurs points de vue, on suit plusieurs personnages. Et ce qui est génial avec les romans américains, c'est qu'il y a... Enfin, moi, il y a tout ce que je recherche dans ce type de roman. Il y a un ton qui est mi-sérieux, mi-comique, avec des personnages tout le temps haut en couleur. Il y a une ambition historique qui est géniale et qui est menée très simplement, qui est pas du tout lourdingue ou quoi. C'est hyper simple à lire, même quand on n'est pas américain. Et puis, il y a vraiment du rythme, vraiment.
Je sais pas, peut-être que vous allez pas être d'accord en commentaire, mais les Américains, je sais pas comment ils font, mais ils ont cette capacité à faire des pavés comme ça, mais qu'on peut dévorer, c'est impressionnant. Ils sont ultra forts pour structurer des intrigues avec tout le temps des petites accroches, des petits personnages ultra intéressants, et puis on s'intéresse à plein de petites choses comme ça, et puis on déroule, et en fait on a lu 500 pages dans la journée, quoi. Et puis il y a un autre truc aussi qui me semble propre à ce type de grand roman américain, c'est que l'enfance est représentée de façon toujours hyper sensible, très universelle, et là-dedans on remonte la vie du personnage principal, Samuel, et il y a des pages époustouflantes sur les amitiés d'enfance, sur les rêves d'enfants. C'est toujours très très beau et toujours fait avec beaucoup de délicatesse, mais en montrant aussi la cruauté de l'enfance. Enfin, c'est toujours hyper impressionnant, je trouve. Donc Nathan Hill, je pense qu'il va peut-être devenir un des très grands écrivains américains. Son deuxième livre a été très bien reçu en France, je vous dirai quand je l'aurai lu. Bon, vraiment, si je chipote, j'ai trouvé la fin un petit peu tarabiscotée, les 100 dernières pages peut-être un tout petit peu longues, là il était temps que ça s'arrête. Mais vraiment, c'est histoire de pinailler parce que j'ai passé un super moment de lecture, vraiment le genre de livre qu'on lit des heures sans s'en rendre compte. C'était vraiment un grand plaisir de lecture avant tout, donc je vous le conseille, Les Fantômes du Vieux Pays de Nathan Hill. Et enfin, pour finir, il y a un livre dont j'aimerais vous parler. Alors là, on n'est vraiment pas du tout dans le même registre que les autres. C'est un livre autobiographique. Comment dire? Parfois, quand on parle de littérature, on entend que c'est super de lire de la littérature parce que on a accès à une nouvelle vision sur les mots, parce que les auteurs nous proposent une nouvelle vision du monde. Et c'est ce genre d'idée un peu vague où on n'a pas toujours d'exemples très concrets. Je sais pas si je vous dis quel est l'auteur qui a changé votre vision du monde, votre vision d'un mot. Quel auteur vous vient en tête comme ça spontanément? Et bien moi maintenant je pourrais dire Philippe Forest avec son livre L'Enfant éternel. Philippe Forest, c'est un auteur que j'ai découvert à l'émission littéraire La Grande Librairie, je ne le connaissais pas avant. Il était venu et à un moment il y a une autrice qui avait dit cette phrase qu'on entend très banale sur le fait que le cancer, la maladie, c'est une guerre, c'est une bataille, il faut se battre. Et là, Philippe Forest l'interrompt vraiment très simplement et dit « En fait, c'est un problème avec ce vocabulaire guerrier qu'on emploie. Parce que si on dit que le cancer, c'est une guerre, et ben ceux qui guérissent, c'est ceux qui auraient fait le plus d'efforts pour guérir. Donc c'est ceux qui mériteraient de guérir. Et ceux qui guériraient pas, bah, ce seraient ceux qui seraient donc les perdants de cette guerre. C'est ceux qui, quelque part, auraient fait moins d'efforts. » Et donc c'est pas un vocabulaire qui est pertinent parce que c'est pas cette question-là. Ceux qui perdent, ceux qui meurent sont pas ceux qui perdent. Et ça m'avait vraiment marqué comme intervention, et tout au long de l'émission, il avait eu plein de pensées comme ça, ultra intelligentes, qui viennent tout le temps changer notre vision du monde, mais d'abord parce que c'est un travail sur les mots, donc vraiment un travail d'écrivain. Et Philippe Forest, en fait, il a été marqué en 96, je crois, par la mort de sa petite fille, Pauline, qui avait 4 ans. Il était déjà spécialiste de littérature, il était professeur, je crois, et ce décès a vraiment transformé son œuvre, et il s'est intéressé aux limites, aux possibilités de la littérature après un tel drame. Et dans ce livre, L'Enfant éternel, qui est son premier, c'est vraiment une histoire qui est centrée sur l'hospitalisation de sa fille et jusqu'à son décès. Et moi, c'est vraiment son intervention dans cette émission qui m'a donné envie de lire ce livre. Donc je l'ai lu, et c'est un livre qui est bouleversant, évidemment, malheureusement, et qui est surtout extrêmement fin sur le choix des mots. Déjà, la langue est à la fois simple et brutale. Chaque mot a une puissance folle, et puis il s'intéresse à cette question vraiment d'un point de vue littéraire aussi. C'est pas seulement, entre énormes guillemets, un témoignage, mais c'est aussi une vraie pensée sur la littérature. Plus simple, c'est de vous lire un extrait. Donc il y en a un qui m'a marqué. « Celui qui écrit n'est pas celui qui meurt. Il n'habite pas la cervelle d'une enfant de 3 ans qui, avec ses mots, se réveille dans l'énigme d'une chambre blanche et doit s'expliquer à elle-même la logique d'effroi de sa vie nouvelle. Il n'émerge pas du sommeil cotonneux de l'anesthésie pour faire le compte anxieux de ses membres. Il n'interroge pas au réveil des yeux anonymes pour lire en eux la masse de chair qu'il a fallu abandonner à la lame des chirurgiens. Celui qui écrit peut sombrer dans la vase d'un désespoir prévisible. Celui qui écrit peut veiller l'enfant et passer sur son front sa main. Il peut l'accompagner de baisers
et de mots jusqu'au bout. Les portes de la mort ne se referment pas sur lui. L'ombre de la dalle ne tombe pas sur son visage. Quand l'enfant s'endort, il parcourt à l'envers les couloirs du service puis prend l'ascenseur. Il franchit les grilles de fer de l'institut, allume une cigarette et si, c'est l'été, renverse la tête au soleil. Écrire est une magie vaine. Et en fait, l'enfant éternel, ça va être le récit de cette impossibilité. Il le dit d'emblée dans le livre, il veut faire de sa fille un être de papier. Et donc, il va confronter pendant tout le livre cette espèce d'impossibilité à ce projet littéraire. Donc peut-être que vous l'avez vu dans l'extrait, mais je trouve qu'il a une langue qui est magnifique, où chaque mot est vraiment pesé avec brutalité et douceur à chaque fois. Et puis il y a aussi différentes œuvres qui hantent ce texte, notamment Peter Pan, puisque Peter Pan c'est l'histoire d'un enfant qui ne grandit pas et donc c'est une figure qu'on va retrouver à plusieurs moments du texte. Donc c'est un livre qui est très fort, qui est très lucide, très intelligent, c'est vraiment magistral. Moi j'y ai vraiment découvert cet auteur et bon c'est très difficile à lire donc c'est un auteur où je pense que je vais espacer un petit peu les lectures mais c'est... Voilà, je vous le reconseille vraiment, je pense que c'est un des plus grands auteurs français et j'ai lu que ce livre-là de lui, mais j'en suis persuadée. Pour finir, il y a un dernier auteur que j'ai découvert cette année et qui m'a pas mal troublée, je dois dire, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo parce que je prépare une vidéo un peu différente dans un format nouveau que j'ai envie de tester. Donc elle mettra peut-être un petit peu plus de temps à sortir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer, j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes en manque de recommandations après cette vidéo, je vous conseille la précédente que j'ai faite sur des pépites sorties en 2025 que vous avez sûrement manqué. Vous êtes tous les jours plus nombreux à me suivre, c'est assez fou, voilà, je pensais vraiment pas que ça allait vous intéresser et surtout pas à cette vitesse, donc c'est super gentil. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, à la fois vos petits messages de soutien qui me font vraiment chaud au cœur et puis vos recommandations lecture. Vous avez vraiment plein d'idées de romans, plein de lectures qui vous ont plu et que vous partagez et c'est un bonheur de vous lire et j'ai lu plein de livres super grâce à vous, par exemple Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné qui m'a beaucoup plu et puis il y a quelqu'un qui m'a recommandé l'œuvre de Mariana Enriquez et j'ai lu ce petit là il y a pas longtemps, Notre part de nuit qui est son premier roman qui m'a plu mais j'ai quelques réserves et j'ai vraiment très hâte de lire ces nouvelles horrifiques pour le coup. Donc c'était quand même une très bonne recommandation, merci beaucoup. Peut-être que j'en parlerai un peu sur Instagram, donc je lance voilà, un petit message. Je vais essayer d'un petit peu lancer mon compte Instagram qui est pour l'instant un petit peu dépeuplé et donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mets le lien juste à côté et puis ce sera peut-être l'occasion de poster en fin de mois par exemple les lectures un peu plus quotidiennes, voilà, essayer de parler de d'autres livres parce que je peux pas parler de tous les livres que je lis sur YouTube et peut-être de pouvoir interagir avec vous plus simplement, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-dessus et surtout continuez à me parler de romans en commentaire, ça me fait trop plaisir de voir qu'il y a des petits débats qui se créent comme ça en commentaire, peut-être que les livres du jour vous auront fait penser à d'autres livres, donc n'hésitez pas à les partager. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre soutien, pour votre visionnage. Merci à Diane derrière la caméra qui me filme à chaque fois et merci à Raphaël pour le prêt du micro. En attendant la prochaine vidéo, eh bien lisez bien.